Nous démarrons tout à l'heure avec les éliminatoires du CHAN. Le Togo qui aborde la manche retour du premier tour. Ce serait face aux Guépards locaux. Le match a lieu au stade Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Nous parlons également de l'activité femmes et sport au Comité national olympique du Togo avec les filles qui ont été outillées sur plusieurs thématiques dont le harcèlement sexuel dans le sport. Nous terminerons avec le Ballon d'Or. Oui, Rodri certes sacré, mais aussi à côté. Quelle est la place ou l'ambition des joueurs africains pour la conquête de ce fameux Ballon d'Or prestigieux, titre prestigieux, voilà. On en parlera dans cette émission avec nos confrères. Merci encore une fois d'être des nôtres. La première fenêtre, nous parlons des éperviers. Écho des éperviers, c'est tout de suite, dans quelques secondes. Bonjour Delaïté. Bonjour Angelo, bonjour aux inconvénients de cette émission. Nous sommes là encore pour la service. Ça fait plaisir de vous avoir encore une fois, tout comme votre binôme, sinon celui qui est toujours à nos côtés. Etienne Ting également, il est là. Bonjour à vous. Bonjour Angelo, bonjour à tous. La pleine forme? En pleine forme, ça va. En pleine forme. Nous parlons, messieurs, justement de cette actualité, puisque c'est ce match-là qui nous attend du côté du stade Félix Houphouët-Boigny entre le Bénin et le Togo. On se rappelle que lors de la manche aller, le Togo à domicile s'est imposé, à maîtriser justement les Guépards 2-0. Pour vous, ça reste un match gagné qui était intéressant, déterminant pour la suite? Bien évidemment, parce qu'on joue en aller-retour pour pouvoir se qualifier pour le second tour. Donc, étant à domicile, il fallait tout de suite chercher à faire la différence. C'est ce que les éperviers ont su faire au stade de Kégué la semaine dernière. Aujourd'hui, on a 2 buts en avance, où on doit vite l'oublier, comme quoi on a fait une différence à la maison. On fait face à un match où, entre guillemets, on va quand même le jouer comme une finale pour pouvoir passer. C'est juste jouer comme à Lomé, chercher également à marquer des buts quand on a des occasions. On a eu quand même à être efficace devant les buts. Je crois que le staff de Koubadia, Touré ont quand même su travailler sur ce match aller par rapport à certaines défaillances. Maintenant, est-ce qu'on s'est préparé véritablement pour ça? Reste après une interrogation avec les à côté qu'on connaît aussi au niveau d'Abidjan où on a interdit ou bien il n'y a pas eu assez. On va en parler tout à l'heure. Je me dis, quand on gagne un match aller, il faut juste confirmer cela, c'est tout. 2-0 au match aller. Le Togo vise le second tour parce qu'après avoir éliminé, si c'est fait face au Bénin, les éperviers locaux vont défier le Niger. Mais on vise d'abord le second tour. Oui, le second tour, après avoir battu cette formation des Guépards, 2-0. Kadek Badja et ses poulains doivent confirmer aujourd'hui face à cette mondiale équipe qui a posé pas mal de problèmes à cette formation des éperviers. N'eût été une défense solide de Adjessi et Sama. Oui. On aurait pu constater l'égalisation depuis le début de la seconde partie, mais les Togolais ont su résister à l'assaut vérité offensive de ces Guépards-là et derrière on a su marquer le second but. Aujourd'hui, samedi, l'objectif est clair. Kadek Koubadia, à défaut de préserver les 2 buts d'avance, gagner pour s'assurer, pour confirmer la bonne forme, la bonne dynamique de l'équipe. Maintenant, il est grand, c'est un ancien international, un entraîneur. Il sait les mots qu'il doit placer pour galvaniser sa troupe à aller chercher cette qualification. Dès là, quand dans ses déclarations, il dit que oui, nous avions certes gagné 2-0 au match aller, mais pour lui, il faut vite oublier ce résultat. C'est ça le meilleur discours à ses poulains? Oui, Kadek Koubadia est conscient parce qu'au-delà de la victoire, au-delà des 2 buts qu'on a marqués ici à Kégué, le jeu est un tout petit peu décousu. On a vu cette équipe togolaise inexistante en deuxième partie. Oui. Je crois que c'est sur ces détails-là, ces failles-là, que Kadek Koubadia voulait dire qu'on devrait oublier ce résultat du match aller. Oui. Donc, comme je l'avais dit, il a déjà fait des rétrospections, il a déjà cherché ce qui n'a pas marché lors de la première manche pour se projeter sur le match retour. Donc, je crois qu'il a déjà des éléments nécessaires
des pions nécessaires pour corriger ces choses-là lors de la manche retour. Avant d'évoquer la stratégie à venir, d'aucuns même disaient à un moment donné qu'on ne gagne plus à Kégué, mais les éperviers locaux l'ont fait. Hein. Mine de rien, c'est quelque chose également inscrit. Oui, c'est pas rien. Dans le début de Koubadia Kader. Bien évidemment, c'est pas rien. Ça donne tout simplement la confiance à un peuple qui se dit que voilà, avec cette équipe locale, on peut essayer quand même d'avoir des bons joueurs. Il y en a. Donc c'est un grand pas qu'on vient de mener au niveau de Kader Koubadia. Tout compte fait, il faut rester dans la bonne dynamique. Et là, ça passe par des stratégies. Et aujourd'hui, avec son discours qui, je l'avais dit, doublé tout simplement ce match aller. Et on l'avait dit la fois dernière qu'il est quand même le premier psychologue pour cette équipe-là. Donc, je crois que ce discours, c'est pour aller encore une fois transcender et motiver beaucoup plus ces hommes. Donc, que les joueurs également sachent que voilà, on n'a qu'une seule chance dans la vie. Quand on l'a, il faut la saisir jusqu'au bout. Donc, je crois que ces joueurs sont quand même conscients de la situation, qu'il faut juste oublier le match aller et jouer comme si c'est une finale pour pouvoir l'emporter. Vous le dites si bien, oui. Dès là, avant de parler Kader Koubadia est dans l'impératif. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, Kader Koubadia dispose d'un meilleur effectif. Parce que Asko de Kara et Aseka viennent d'arriver sur le continent et ces joueurs sont en forme. Et ces joueurs se connaissent très bien, l'automatisme est là. Donc il doit essayer de faire certains réglages pour mettre en branle cette équipe-là. Donc aujourd'hui, on ne doit pas compter, on ne doit pas même toucher une petite graine de défaite dans le dispositif de Kader Koubadia parce que les joueurs, les éléments dont il a besoin pour faire le job est déjà là. Messieurs, on va évoquer un autre aspect justement de ce match retour du côté du stade Félix Houphouët-Boigny. On rappelle que le Bénin ne joue pas à la maison pour faute de stade non homologué par la Confédération africaine de football. Nous parlons justement de stratégie cette fois-ci parce que certes on a gagné 2-0. Le match retour, le Togo doit jouer carrément en arrière, préserver les 2-0. Ou soit prendre des risques. Qu'est-ce que vous voyez par rapport justement à ce derby ouest-africain Togo-Bénin ou Bénin-Togo? Oui, on sait que voilà, en football, on a deux stratégies. Soit rester très bas et procéder par des contres, mais quand on a des éléments pour. Et le deuxième élément, c'est juste aller faire peur à l'adversaire, offrir le jeu et prendre le contrôle tout de suite. Donc, quand on se réfère au match aller, on a l'impression que Kader Koubadia a pas trop cherché à dominer ce match-là véritablement parce qu'on a eu des joueurs qui devraient normalement être déjà dans le 11 de départ pour pouvoir garder plus le ballon et aller au précis, mais ça reste après tout un choix, il faut le respecter. Mais quand on fait des choix au match aller, quand ça gagne, n'empêche qu'on essaie également de revoir ces choix-là pour permettre à l'équipe d'être dans de bonnes dispositions. Vous ne voyez pas le même 11 de départ aligné? Moi, je ne vois pas le 11 de départ aligné. Si vraiment on veut aller créer encore une fois des surprises avec beaucoup plus d'occasions devant, il va falloir d'abord une bonne assise au niveau de la défense. Ça, on l'a eu lors de la première manche. Avec Georges Adjessi et Sama Halimou. Et au milieu de terrain, il faut également ce milieu de terrain qui sait relier au niveau de la défense et en attaque, garder beaucoup plus le ballon et avoir un milieu boss-to-boss qui va juste dans le coup. Souvent on met Antoine Agbetongon, on met également Denis Abalo ou encore peut-être Amekoudi Dodi. Antoine Agbetongon dans la récupération, ça ne le fait pas pour moi. D'accord. J'aurais préféré Roleté et Benjamin et son compère de la SCK que vous avez cité tout à l'heure. Oui. Ça peut faire Amekoudi Dodi. Voilà, on l'a quand même connu lors du premier CHAN du Togo au Cameroun. Il était dans le coup, il a véritablement apporté ce plus là au milieu de terrain. C'est là que je respecte après tout le choix des sélectionnaires. Bon, on va les juger. Donc pour moi, vous ne l'êtes pas encore. S'il faut aller gagner cette équipe béninoise qui va aller jouer jusqu'au bout sa chance, il faut aller tout simplement les faire peur d'entrée de jeu. Il faut jouer, c'est ça. Il faut jouer, il ne faut pas rester derrière, fermer les yeux. Non, quand on ferme de trop, on risque de craquer. Donc il faut prendre des risques. On a quelques joueurs qui peuvent aller faire cette différence-là. La méthode pour Koubadia, parce que c'est vrai, hein, on mène 2-0 lors de la manche aller, c'est pour l'instant acquis, mais attention, le Bénin également va vouloir tout donner pour renverser les éperviers. Quelle formule vous voyez pour le Togo? Et Kader Koubadia doit tout simplement ouvrir le jeu. Si Kader voulait préserver le score acquis lors de la manche, quand vous dites ouvrir, il faut jouer libérément, de façon libérée, comme si nous jouons à Kégué ou bien nous jouons à domicile. Parce que
si on a la tête de préserver cette victoire-là, ou bien ce score-là, vous allez voir que le Bénin l'équipe va craquer. Et le Bénin va tout simplement, va prendre tout de suite la confiance et marquer. J'ai vu le coach béninois l'autre fois, Moussa Latundi, quand il a procédé un petit changement là, ça a pris. Ça a permis à l'équipe togolaise de se recroqueviller dans son camp et de subir. Maintenant, si on voulait opter pour ce système-là, rester dans son camp, laisser le Bénin jouer, je crois que le Bénin va tirer son épingle du jeu, remonter ces 2 buts-là et marquer un 3e but de la qualification. Maintenant, qu'est-ce que Cadet doit faire? Cadet doit jouer libérément. Maintenant, il doit changer. Moi, je dis Cadet doit changer son 11 de départ. Le 11 de départ qu'il nous a présenté. À quel niveau, selon vous? Dans quel compartiment? Oui, dans le compartiment. Je veux parler du milieu de terrain. L'autre fois, il a mis Ouro Gafo Suleiman qui était essoufflé. Joueur de Gomido. Qui manque de rythme. Voilà. Qui marchait. Vous allez voir déjà un joueur qui est essoufflé. Mais je ne conteste pas son talent. C'est un bon joueur quand même. Maintenant, à sa place, j'aurais préféré qu'on mette Amekouri Dodi, qui est lui un combattant depuis la SK et à l'équipe nationale. Maintenant, Amouzo Roland, depuis un certain temps, il essaie de présenter une méforme qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je proposerais qu'on mette en soutien à Georges Adjessi et Sama Alimo, Roleté Benjamin, qui pourrait leur permettre de jouer comme un relais à ce poste-là. Donc, et puis au niveau de l'attaque, il y a Kloukpo Kokou. Ça n'a pas marché. Et le gars voulait tirer depuis le rond central pour marquer. J'ai jamais vu cet attaquant-là. Ce n'est pas que je déteste le joueur. Mais sûrement qu'il avait une confiance en lui. Mais la confiance se juge. Il faut mesurer bien sa confiance avant de réaliser certaines actes. N'est-ce pas? Maintenant, je veux voir Bruno Avoto démarrer cette rencontre. Vous voulez le voir titulaire? Oui, je voulais le voir Bruno Avoto titulaire parce que le gars a du pépin, le gars a de la matière pour en valoir. Donc, il va falloir que Kadé Koukbadia juge bien son 11 de départ. Je crois que le staff est là, Kodjoa Firingban là, pouvait lui aider à concocter un bon 11 de départ. Parce que nous jouons à l'extérieur et avec un arbitre ivoirien, je connais un tout petit peu la santé, la prestation de ces arbitres ivoiriens là. Ils offrent à tout moment un penalty. C'est un secret de Polichinelle. On va revenir tout à l'heure sur l'organisation justement de ce match. Revenant sur le cas de stratégie de jeu, Bruno Avoto, pour vous, il doit démarrer tout de suite? Oui, nous sommes dans un match où il faut tout de suite des attaquants qui vont au pressing. Et ces pressings-là, moindre au niveau de la défense adverse, ils peuvent récupérer, se projeter vite vers l'avant. Et Bruno Avoto est dans ce schéma idéal-là. Donc pour moi, il peut commencer. Il peut commencer. Il peut ou il doit? Si je dis il peut, je ne suis pas dans le cerveau de d'accord, libre à lui. Mais vous aimeriez qu'il démarre? Moi, j'aimerais bien qu'il démarre parce que c'est un joueur qui a faim. Avec ce but marqué, il a quand même repris de la confiance. Mais il a gagné du crédit. Beaucoup de crédit. Avec Kloukpo, on a senti c'est un attaquant qui joue au but, qui ne fait pas des appels, qui ne propose pas de solution. Quand vous êtes un attaquant, vous ne saisissez pas votre chance. Il faut donner la chance à quelqu'un d'autre qui peut essayer de faire le boulot. Et par la suite, il peut rentrer. Il n'y a pas que Kloukpo et Bruno Avoto, il y a également d'autres joueurs qui peuvent pallier également à ces manques-là. Donc pour moi, en 3-5-2, avec un milieu de terrain bien garni. Akoro Bilali également un très bon joueur de foot. Beaucoup d'implications au niveau des latéraux. On monte tout de suite, on va au pressing. On n'a rien à perdre si ce n'est dire que voilà, c'est la qualification qui se joue. Quitte à nous maintenant de faire tout pour pouvoir passer. Mais quand on aura l'idée sur le match aller gagner, ça va être très compliqué. Il faut éviter ce piège. Messieurs, il y a également cet aspect-là, le Togo, souvent dans les matchs où on l'attend, franchement parlant, dans les dernières minutes, ça ne va pas physiquement, l'équipe plonge. Ça doit être un combat, ou vous attendez un combat, ou bien bon, on joue sans pression, on se... Voilà quoi. C'est un combat, parce que aujourd'hui... Et c'est face au Bénin là. C'est face au Bénin, je dis qu'il n'y a pas une place pour des excuses. Kader, y compris Kader Koukbadia et des joueurs. Moussa Latundi veut faire une remontada. Oui, parce que avec l'équipe togolaise,
on a des ingrédients nécessaires pour passer ce cap-là. Parce que je sais que la bataille ne sera pas facile. Parce que la Tunisie promet une remontada, ça, il a dit, pas son nom. Ouais. Donc les Togolais doivent jouer sur leur qui-vive. Et tous les détails doivent se compter. Parce que on a suivi le même problème au niveau du stade du Bénin. On a marqué un penalty. L'arbitre a dit que la balle n'a pas franchi la ligne. On est éliminé. Oui. On a joué face au Niger. Même chose. On a perdu dans les derniers. On gagnait 1-0 ici. On est allé prendre 3-1 là-bas. 3-1. Leur président de la Fédé l'a dit qu'il va nous rendre la monnaie à Cotonou, ce qui s'est réalisé. Oui, on l'a vu. Moussa Latoundi aussi l'avait dit l'autre fois. Je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ils sont sûrs de leur coup. Ils sont sûrs, si vous voyez, je peux établir une analogie entre ces propos-là à Kader Koukbadja de prendre ces mesures, limiter la casse, une défaite, 1-0. On est sauvé. On peut gagner 2-1, on peut être battu 2-1, 3-1. On passe, mais la qualification au bout. Parce que dans la gestion de ce match, où on a eu toujours des difficultés vers les fins de partie, jouons comme si on est à domicile, comme si c'est maintenant on joue la qualification. Si on veut vraiment passer, il va falloir... En oubliant les 2 buts marqués lors de la manche 1. Il va falloir faire douter tout de suite l'adversaire. Et faire douter l'adversaire, c'est jouer vers l'avant, créer plus d'occasions. Vers la fin de partie, si on a l'avantage de se qualifier, qu'on ne soit pas trop sérieux. Le Togolais, dans une équipe de football, il est trop respectueux. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Il faut être aussi vicieux dans le jeu. C'est pour cela, moi, j'ai jamais aimé que les gardiens portent les brassards. D'accord. Parce que quand le gardien porte le brassard, ça diminue l'intervention des joueurs qui doivent aller réclamer des choses. Il n'y a rien du tout. On est trop poli. Voilà quoi. Il n'y a pas lieu d'être poli. Il faut aller, si c'est vers l'arbitre, lui dire en même temps, non, c'est pas ça. Si un joueur vous intimide, répondez, rétorquez en même temps. Dans le respect, mais avec autorité. Dans le respect, mais avec l'autorité sportive, bien sûr. Exactement. Donc, il va falloir tout de suite s'impliquer. Vous voyez qui comme cadre dans cette équipe-là, selon vous? Cadre comme Amekoudi. Amekoudi Dodi. Amekoudi, c'est lui aujourd'hui le cadre dans cette équipe-là. Et quand vous le voyez jouer, on sait que voilà, c'est quelqu'un qui peut porter toute une équipe. Même si le gardien aujourd'hui a un cap par rapport à l'expérience. Vous parlez de Sama Mahadi. Sama, il ne peut pas sortir de sa boîte pour aller réclamer. Non. Il faut que nos joueurs, arrivés à un moment donné, s'impliquent véritablement. Et s'imposent. Ça manque important. Énormément. On est trop polis. Nous ne sommes pas des enfants. Vous le dites si bien. Mais si on va parler d'un autre aspect justement de ce match-là, l'information est tombée hier, comme quoi les deux équipes n'ont pas pu avoir accès au stade Félix Houphouët-Boigny comme reconnaissance de la pelouse, comme ça se fait. Et puis voilà, elles ont dû s'entraîner dans des annexes. Comment vous comprenez cette situation? Parce que ce n'est pas le Togo seul, c'est les deux équipes qui n'ont pas eu accès à la reconnaissance de la pelouse. Je veux savoir les modalités sur laquelle... Bon, la Fédération ivoirienne de football évoque comme quoi ils veulent préserver la pelouse pour les éliminatoires de novembre. Mais ça c'est quoi ça? Parce que le Bénin doit discuter en amont avec la Fédération ivoirienne de football. Parce que là, c'est le Bénin qui organise. Oui, parce que c'est le Bénin qui organise. Il doit être d'accord sur certains principes. J'ai jamais entendu, j'ai jamais écouté une équipe, un match officiel que les joueurs on a refusé aux 2 sélections de faire la reconnaissance des pelouses. Laissons ce que nous faisons dans notre championnat ici au Togo, mais c'est un match officiel de la CAF et on refuse à ces 2 équipes là. Quitte à la Côte d'Ivoire de refuser au Bénin d'accepter qu'on joue le match à domicile. C'est un manque de respect envers le Bénin et le Togo, ou bien à la sous-région. Absolument. Parce que en aucun cas, je me dis, Kevin l'avait dit, le Togolais est très sérieux, le Togolais est très respectueux. On ne peut jamais organiser cet orchestre-là à une équipe de la sous-région. Dans les coulisses, le Niger est en train de demander au Togo qu'il voulait solliciter le stade de Kégui pour jouer le match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN face au Soudan à Lomé. Maintenant, quand on donne le hockey au Niger et le Togo va dire aux Guinéens, aux Nigériens, messieurs,
on a 7, mais vous n'allez pas faire la reconnaissance. Voilà. Le jour du match, vous vous pointez pour jouer. Vous pointez pour jouer. Ça sort de l'ordinaire. Et il va falloir qu'on arrête tout ça, un beau griot là. Et Thierry? Oui, c'est quand même dommage d'abord pour le football africain. Et la fédération ivoirienne de football qui, pour moi, m'a déçu par rapport à ces sorties-là. Aujourd'hui, est-ce que les joueurs, une fois la reconnaissance faite, vont enlever la pelouse dans le stade? Pas du tout. Pas du tout. Faire une reconnaissance, c'est juste rentrer, admirer le stade. On nous invoque un argument qu'on préserve le stade pour des matchs dans les jours à venir en novembre. Ça, c'est où ça? Si le Félicien n'était pas disponible, on pouvait proposer un autre stade carrément aux deux équipes. C'est parce que le stade est disponible par rapport aux négociations au niveau de la Fédération béninoise de football et celle de la Côte d'Ivoire. Oui. Sinon, arriver à ce niveau qu'on refuse à Z deux équipes, bon, on ne connaît pas quand même les à côté. Peut-être il y a des choses qui se préparent en amont par rapport à ces refus-là. Mais là, les deux équipes n'ont pas le repère sur la pelouse. Oui, c'est compliqué, non? C'est compliqué. Étant donné que nous sommes en Afrique, on se comporte ainsi. Ça regresse encore une fois le football africain. Et nous, on ne veut pas évoluer par rapport à tout ce qui change au niveau du football. C'est dommage. Il va falloir que le Togo tout de suite puisse saisir la CAF par rapport à cela. Vous pensez qu'on aura gain de cause? Même si on n'aura pas gain de cause, il faut quand même manifester son mécontentement par rapport à cela. On est trop beau, on est trop poli. On est trop poli dans ce pays. Il faut réclamer des choses et quand on n'est pas en satisfait. football, c'est pas ça. On rappelle que l'entrée au stade Félicia ou Félix Houphouët-Boigny, si vous voulez, on parle d'une entrée gratuite mais conditionnée à la présentation d'un ticket. Les organisateurs ont émis 2500 tickets, seulement 160 réservés aux supporters togolais. Eh ben, voilà. Il y a que des ressortissants togolais qui 160 personnes pour un match de football. Oui, 160 personnes. C'est quand même extraordinaire. On est habitué. Ailleurs, on nous a interdit même d'aller au stade. D'aller au stade, voilà. Les joueurs savent que voilà, les supporters, ils sont de cœur avec eux au pays. Nonobstant, ceux qui seront là, les ressortissants qui vivent sur le territoire ivoirien, ça va se jouer mentalement dans la tête. On oublie tout ce côté. On fait face à la réalité qui est sur la pelouse. Moi, je comprends pas pourquoi on a autorisé que 160 supporters. C'est que sur cette organisation, j'ai jamais attendu ces choses-là. Et le match ne sera pas en direct. Ils savent que les Béninois également ont refusé que le match soit diffusé en direct. Supposons qu'on jouait au stade de l'amitié. Il y a des choses qui se préparent. Oui, stade de l'amitié de Cotonou. On nous dit que les ressortissants qui sont au niveau de Cotonou doivent être à 100 et la délégation togolaise doit compléter. C'est quoi ça? C'est inadmissible. C'est inadmissible. Il va falloir qu'on arrête tout ça. Ça prouve à suffisance que le Bénin est en train de manigancer quelque chose dans l'homme. Et l'équipe béninoise séjourne depuis quelques jours. Bien sûr, dès qu'ils ont fini ici. Oui, et depuis quelques jours en Côte d'Ivoire. Ça prouve à suffisance qu'ils ont déjà manigancé des jours. Si ce n'est pas, ils ont miné le terrain. Oui, ils ont miné le terrain. Si c'est pas, ils ont vu les habits, les officiels et autres là. On n'a pas de preuves, mais on ne fait que des analyses. Aujourd'hui, quand les fédérations prennent des décisions de ne pas faire diffuser des matchs, il va falloir que la CAF sévit à ce niveau. C'est la faute à la CAF parce que nous discutons des rencontres où c'est des pays qui sont en jeu. C'est des rencontres continentales. Et les pays engagent des frais pour leur sélection. Et ne pas diffuser des matchs, c'est se moquer des populations. Oui, absolument. Ça nous n'a pas du tout l'image de la CAF. Il faut évoluer avec le temps. La dernière fois, la CAF qui sanctionne la Libye, qui n'a pas pu accueillir le Nigeria dans les meilleures conditions. Et là, voilà un match qui ne se diffuse pas. S'il y a des choses qui se manifestent par rapport à des choses qui se sont préparées, qui ne respectent pas le football, les lois, on va saisir qui? Très bonne question. On s'interroge vivement que ce match-là, en tout cas, on puisse avoir le dénouement ce soir, en tout cas, entre le Bénin et le Togo. Fernand, on pourra encore regarder le graphique qui annonce justement ce match entre le Bénin et le Togo. Le match a lieu, pas à Cotonou, mais en Côte d'Ivoire. Voilà, le stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, sous les coups de 17h temps universel. On croise les doigts, en tout cas, pour la sélection de Koubaïda Kader, pour une qualification pour le second tour. On rappelle que pour le second tour, si le Togo y est, et nous espérons qu'il y sera, ce sera face au Niger pour continuer cette campagne. On a fini de parler justement de foot national. On va évoquer une autre activité, sinon une autre actualité, juste derrière le jingle Actu National.
L'autre thématique qui nous intéresse, il s'agit de l'activité femmes et sport, inscrite à l'agenda du Comité national olympique Togo, avec les filles ou les jeunes filles athlètes qui sont souvent rassemblées pour parler de beaucoup de choses. La dernière fois, ça s'est déroulé au stade municipal de Lomé, en termes de basketball. Etchevi, quand on parle, c'est vrai, de la faiblesse des filles dans les sports, leur représentativité, elle est moindre. Mais là, il faut également arriver à d'abord à les rassembler, à les recenser et de discuter avec elles sur certaines thématiques. Oui, bien évidemment, comme dans toutes les disciplines possibles, quand vous avez des femmes, ça nous honore d'abord l'être humain, où on se dit que voilà, aujourd'hui c'est la symbiose au niveau de l'être humain que nous sommes, hommes et femmes. Je me dis quelque part que c'est une bonne chose, histoire de leur passer quand même le message. Aujourd'hui, on parle du harcèlement au niveau du football, de toutes les disciplines possibles. D'ailleurs, quand il y a des dames, cela est dû à quoi? Voilà. On nous saurait quand même donner cette réponse-là. C'est l'occasion où il faut essayer de dire à tout le monde que voilà, ces femmes sont quand même comme nous les hommes, où il faut tout de suite le brasser pour pouvoir évoluer et non les prendre comme des instruments, proies, voilà. Profiter d'elles. Non, aujourd'hui il y a quand même une loi qui punit tout cela. Absolument. Donc que nos dirigeants, nos formateurs sachent que voilà, quand vous allez aller sur ce côté, ça va être tout à fait pénal pour vous. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Et que ces femmes-là aussi comprennent que voilà, il ne faut pas se laisser faire comme cela. Il faut être autorité, s'imposer et dire que voilà, on a également notre mot à dire. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Vivement que ces femmes-là puissent également passer le message à leurs petites sœurs et que l'évolution puisse être de mise. C'est très important d'avertir les jeunes filles par rapport à ces phénomènes-là qui existent dans les activités sportives. Oui, ça c'est devenu une parasite au milieu ou bien dans l'environnement sportif un peu partout, au Togo et autres là. Maintenant, quitte à ces filles-là de sensibiliser ces petites sœurs que, mesdames, il faut être autoritaire dans vos décisions. Parfois, je me dis que c'est la pauvreté qui nous conduit parfois sur ce stade-là, parce que la jeune fille limitée par les moyens, et elle sollicite parfois des aides assez supérieures à des hommes nantis, mais en retour, ces hommes-là profitent facilement de ces filles-là. Donc maintenant, c'est pourquoi je dis que Dieu n'a pas bien fait les choses. Il doit faire des choses de façon équitable, équitable pour que certains phénomènes disparaissent de notre société. Parce que si vous voulez aider quelqu'un, il faut le faire sans avoir une arrière-pensée d'avoir quelque chose en ressort. Maintenant, le phénomène devient très grandissant dans notre société. Donc, c'est une initiative que moi j'ai saluée parce que le VBG est devenu quelque chose qui est répandu et parfois ces athlètes-là perdent leur contrat, oui, bien sûr. Contrat vis-à-vis de leur employeur. Donc, il va falloir qu'on sensibilise en masse ces filles-là et encourager ces filles-là aussi à se limiter, à ne pas aller demander des choses qui vont créer des choses après. Donc, on sera là pour pousser le CN au Togo. On sera là pour pousser ces athlètes filles-là à aller de l'avant. Les jeunes filles, la dernière fois, il y avait pratiquement 200 athlètes. Près de 90% étaient des filles. On comprend pourquoi. On va écouter l'une d'entre elles, Crystal Aliko, qui est joueuse de basketball, qui évolue dans le club de CDJ Don Bosco, qui apprécie l'initiative et justement qui compte apprendre beaucoup de choses par rapport à tout ce qui a été fait la dernière fois. Je retiens que filles comme garçons, il faut donner le maximum. Il faut faire en sorte d'avoir toutes les chances de notre côté, de tout le temps être discipliné et surtout, je retiens que le sport, ça apporte énormément de choses, ça forge un caractère, une personnalité, une vie. Et je trouve que c'est vraiment bien de se donner corps et âme dans quelque chose qu'on aime faire au quotidien. C'est extrêmement bien d'aborder ce sujet parce que c'est vrai qu'ailleurs, il y a des gens, l'homosexualité, ça peut être un peu délicat. Mais ici, on en parle avec simplicité, avec légèreté. Et je trouve que c'est extrêmement bien la présidente d'aborder ce sujet et beaucoup d'autres personnes. Et je trouve que c'est extrêmement profond. Et en tant que fille, je trouve que ça me concerne un peu plus. Je trouve
que ça m'aide aussi au quotidien parce que j'ai pas encore été touchée par rapport à ce sujet et Dieu merci. Mais le jour où ça va arriver, en espérant que ça n'arrivera jamais, je pense que je serai prête à surmonter ce défi et avancer. Voilà une jeune demoiselle, parce que là, elle n'a même pas encore 20 ans. Hein. Ouais. Elle est sur les bancs de l'école, mais elle adore le basketball. Elle comprend comme quoi ce genre de thématique va beaucoup l'aider à avoir d'abord une ouverture d'esprit, se préparer en conséquence, et voilà, prendre des décisions comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Oui, c'est quand même l'ouverture d'esprit sur toute sa vie par rapport à sa carrière qu'elle prétend bien mener. Quand vous êtes touché psychologiquement par rapport à ces faits subis, ça ralentit un peu la progression. Ça même peut briser, ça peut briser une carrière. Donc, oui. Elle a dit qu'elle n'a jamais rencontré là, qu'elle espère ne plus à rencontrer durant toute sa vie. C'est quand même un bon discours de sa part qui va encore susciter beaucoup plus de motivation et pourquoi pas essayer d'aller discuter également avec ses petites sœurs parce qu'il y a aujourd'hui des filles qui ont peur d'être harcelées et qui refusent carrément de s'adonner au sport. Et elles se renferment. Elles se renferment ou parfois certaines en subissent mais n'osent pas en parler. En parler, exactement. Parce que derrière, vous avez beaucoup de pression. Vous avez beaucoup de pression. Vous vous rappelez, il y avait un cas à la Fédération malienne de basketball où même c'était devenu systémique. Vous êtes meilleur, vous arrivez en sélection, mais si vous ne donnez pas votre corps au sélectionneur, vous ne jouez pas. Ce qui font cela, ce qui a duré au moins pendant 3, 4, 5 ans. Mais quand il y a eu une grande enquête d'un journal américain, le poteau rose a été découvert et la FIBA a sanctionné tous ces messieurs-là qui, justement, faisaient ce genre de pratiques. C'est ce qui est dommage en Afrique où on cherche juste de l'intérêt. Les joueuses aussi ont peur parce qu'elles se disent que voilà, si j'en parle, je vais quand même finir ma carrière. Ma carrière, ne pas gagner de l'argent pour prendre soin de ma famille et tout. Donc, Nella a fait cas à la pauvreté, c'est ce qui nous amène cela. Mais ce n'est pas seulement la cause. C'est des gens qui sont inconscients, qui ont quand même des mauvaises intentions à l'endroit de ces filles-là qui aujourd'hui les obligent à ne plus parler. Donc pour moi, ça doit être quand même une formation, une éducation à la base au niveau de ces encadreurs-là. C'est des encadreurs qui sont des mariés, qui font des trucs pas possibles, mais il va falloir tout simplement que la loi punisse sévèrement. Très important. Ça, c'est... On va parler, on va rester toujours dans cette thématique pour écouter la présidente de la commission femmes et sport au CNO Togo. Il s'agit de Madame Gina Adekambi, en même temps qu'elle porte la casquette de présidente de la Fédération nationale de basketball Togo. Bilan positif parce que les fédérations, les jeunes des fédérations ont répondu présent à cette activité et les débats ont été très fructueux. Par rapport à leur engagement, elles sont engagées, mais elles ont besoin des soutiens de toute la communauté, notamment des parents, du public sportif pour pouvoir les accompagner dans cette noble tâche. C'est de faire la promotion de l'égalité genre et surtout de l'inclusion au sein de toutes les fédérations sportives. Et nous avons aujourd'hui discuté un peu avec les jeunes filles et nous disons qu'il faudrait que nous allions vers d'autres activités encore de ce genre-là pour pouvoir les motiver. Voilà également une dame, en tout cas, qui a fait longtemps dans le basketball, qui travaille dans une ONG qui promeut l'égalité genre et qui défend également les intérêts des jeunes filles. On va parler de diagnostic. Pourquoi il y a peu de filles, selon vous, quand vous regardez un peu dans ce que vous faites aujourd'hui comme journaliste depuis des années? Qu'est-ce qui empêche les jeunes filles aujourd'hui à embrasser les sports? Et pour vous, c'est quoi les solutions? Oui, on a inculqué au niveau du cerveau de ces filles-là, au départ, que la place de la femme, c'est la cuisine. Et puis, les filles ont cru à ça. Maintenant, à ce 21e siècle-là, ça a permis à ces filles-là de dire, tiens, la place de la femme n'est pas uniquement la cuisine. On doit outrepasser, on doit se dépasser pour embrasser certaines activités-là. Aujourd'hui, quand je vois des filles au niveau du basketball, du football, c'est beau à voir. Et puis, sur ce sujet harcèlement sexuel, généralement, les femmes ou bien les filles n'arrivent pas à aborder ce sujet-là. Les femmes encaissent beaucoup de choses, mais n'arrivent pas à faire une ouverture, à en parler. Et à s'exprimer. Oui, à s'exprimer. Maintenant, aujourd'hui, avec cette activité-là, ça va permettre à ces jeunes filles-là
d'avoir quelqu'un comme confidente ou bien confident Oui. à qui elles peuvent en parler si ces cas-là se présentaient. Ça permettra à ces filles-là de se libérer, parce que si la fille encaisse des choses là, ça devient un poids et ça agit sur sa performance au niveau et la santé mentale. Et la santé mentale. Donc je crois que c'est une activité qu'on doit encore pérenniser, oui. On doit pousser pour que ces filles-là aient des notions nécessaires pour embrasser leurs activités. Moi je prône aussi que oui. On doit amener ces filles-là, ces filles doivent être des formatrices pour leur coéquipiers. D'accord. Parce que le message passe vite. Histoire de transmettre le flambeau. Transmettre le flambeau. Ça passe vite entre elles. Oui, de même âge. De même âge. Ça crée une certaine confiance oui, ça crée, entre les catégories. Les catégories. Donc, on va les pousser. C'est parce que c'est un phénomène qui est abondant. Oui, absolument. Et on doit éradiquer ça dans notre société. La solution, les parents doivent permettre à leurs enfants d'aller sur des sites, parce qu'il faut également de la sécurité. Il faut rassurer les parents pour qu'ils laissent leurs filles aller faire du sport. Oui, c'est là où je voulais en venir, parce que quand on prend quand même tout ce que nous menons comme vie, ça vient de la maison. Oui. Et c'est au niveau des parents par rapport à ces éducations que nous recevons. Donc pour ces filles-là, aujourd'hui, il y a certains parents qui leur disent bon, allez faire du sport, allez jouer au football, allez jouer en telle discipline. Sans faire de suivi. Sans faire de suivi. C'est d'abord la formation qui doit se passer à la maison. Ne vous laissez pas faire, soit juste soi-même. Parlez, exprimez-vous. Ne vienne vous intimider par rapport à telle chose, qu'on ne vous propose pas des trucs à ce que vous donnez votre corps. Oui. Non, alléchant. Donc, les parents ont un grand rôle à jouer. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir Madame Adekambi avec son ONG qui travaille dans ce sens-là. Il va falloir plus de mobilisation en amont pour pouvoir inciter ces jeunes filles-là à se dire dans la tête que voilà, quand on aura à s'imposer, à se dire que voilà, c'est pas seulement ma vie, en se donnant à quelqu'un qui va quand même dessiner mon futur. Donc pour moi, c'est... Et votre futur n'est pas dans la main de quelqu'un. Dans la main de quelqu'un. C'est vous d'abord. C'est vous d'abord, et le Dieu qui vous a créé. Donc que les filles sachent que voilà, aujourd'hui, on n'est pas obligé tout simplement de se laisser intimider par rapport à ces harcèlements-là. Donc vivement qu'elles comprennent que voilà, leur vie n'en dépend que d'eux-mêmes. C'est pourquoi je ne fais pas la publicité pour le centre Swallows, mais j'ai une fois vu... On rappelle que c'est un centre éducatif. Oui, les parents sont venus voir ce que font leurs enfants dans ce centre-là. Ça prouve à suffisance que les parents sont conscients de l'avenir de leurs enfants, de s'acquérir les nouvelles de leurs filles. Est-ce que c'est quand ils disent qu'ils vont à l'entraînement, ils viennent à l'entraînement, quand ils disent qu'ils partent du centre pour la maison, ils prennent directement le chemin de la maison. C'est ce qu'on appelle une responsabilité. Il va falloir que nos parents accompagnent leurs enfants dans l'éducation sportive, dans toutes les activités. Il faut de mettre l'enfant dans un bon bain, parce que aujourd'hui, si vous prenez des générations d'antan, les parents discutent de la sexualité avec leurs enfants, avec leurs filles. Aujourd'hui, même les enfants découvrent la sexualité sur les réseaux sociaux. Ils sont même plus aguerris que les parents. Que les parents et ça fait aussi que les parents n'arrivent pas à discuter de ce sujet-là avec leurs enfants. Et puis, ils ramènent des grossesses et autres là à la maison. Il va falloir que les parents haussent leur dose de responsabilité afin d'aider ces enfants ou bien ces filles-là à surpasser, à créer une symbiose, afin que quand les enfants rencontrent des difficultés dans leurs activités sportives, qu'en retour, il peut leur faire cas. Ça, c'est très important. Et en même temps, également, les références, les dames qui ont été déjà championnes dans leur domaine, de servir d'exemple à ces jeunes filles-là, parler de leur carrière et également leur permettre d'avoir des conseils, justement, en ce qui concerne leur évolution sportive. Messieurs, on va terminer avec le dernier sujet de cette émission. Nous évoquons le Ballon d'Or France Football. C'était lundi, au Théâtre du Châtelet à Paris, où on a connu le vainqueur de l'édition 2024. C'est Rodri qui succède à Lionel Andrés Messi devant Vini Junior. On va voir le graphique justement
qui confirme tout ça de la part du groupe Amaury qui organise souvent le Ballon d'Or. Rodri devant Vini Junior et puis Jude Bellingham en 3e position. On n'oublie pas également Carvajal qui fait partie justement du top 5. Et Thierry Tengue, voilà, le verdict, il est tombé. Surpris, pas surpris. Qu'est-ce que vous dites depuis déjà des jours qu'on connaît tout ça? Ouais, ben surpris par rapport au choix qui est porté sur Rodri. Quand on prend un tout petit peu la saison, quand on menait ces 2 joueurs ou ces 3 nominés, il y a quand même un cran au-dessus par rapport aux attentes. Mais c'est par rapport également au vote. C'est pour cela aujourd'hui, moi je propose aux organisateurs de mettre tout simplement un comité de jury en place et non procéder par des votes, parce que c'est du disparting par rapport à ces votes-là où parfois ça n'arrange pas trop celui-là qui est pressenti être élu. Oui. Donc c'est des choses à travailler au niveau de France Football pour pouvoir quand même satisfaire tout le monde, parce que quand on prend la nomination aujourd'hui, elle est quand même décriée de par le monde entier où tout le monde disait sur Vinicius. Et ce n'est pas forcément ceux qui supportent le Real Madrid qui décrit le trophée de Rodri. Non, pas seulement ceux qui sont des fans du Real Madrid. Ils font partie. Ils font partie. D'accord. Ils font partie intégrante, bien sûr, de ces réclamations-là. Mais c'est également sur des critères que ces joueurs-là sont choisis. Absolument. Maintenant, tout le monde a quand même son choix. Oui. Et il faut le respecter, même si ça fait mal. Lui-même, il a dit qu'il reviendra. Il le fera 10 fois qu'ils sont Vous parlez de qui? De Vinicius Junior. De Vinicius Junior, d'accord. Rodri, quelque part aussi le mérite, mais il faut également de l'aura. Aujourd'hui, le Ballon d'Or a perdu son aura par rapport à ce que nous avions connu dans le passé. Votre ressenti justement sur cette distinction? Bon, moi je le dis, Rodri même, il fait quoi dans la vie? On l'a dit, un footballeur. C'est un footballeur. Un footballeur, mon frère. Beaucoup de gens ne connaissent même pas Rodri. Vous êtes sûr? Oui, je suis très sûr. Ah, oh là là. Parce qu'au lendemain de la distinction, plusieurs fans se sont attaqués à Rodrigo de Paul, même le Rodrigo de Real de Madrid. Les fans l'ont attaqué sur les réseaux sociaux, Instagram et autres là, de donner le ballon d'or au méritant Vinicius Junior. Maintenant, c'est une parenthèse. Et je dis que le France Football a perdu son aura. Parce que depuis un certain temps, on a volé des ballons d'or aux méritants, aux méritants. En 2016, ils ont volé pour Ribéry, Samuel Eto'o, Lewandowski et autres, donné à Cristiano et à Messi et autres. Aujourd'hui, il va falloir qu'on crée quelque chose pour définir bien les critères. On doit laisser Ça ces change histoires chaque année. Oui, on doit laisser ces histoires de vote là, qu'on mette en place une commission technique qui doit suivre les joueurs afin qu'on détermine le véritable meilleur joueur sur une année, parce que on a l'impression que le ballon d'or se résume sur une seule compétition, parce que si vous demandez à des fans ou bien à certaines personnes, ils vont dire que Rodri a remporté l'Euro. Or l'Euro c'est sur un mois et la Ligue des Champions c'est sur une année. Et Rodrigo Vinicius a remporté la Liga, la Super Coupe, la Ligue des Champions. Or, si vous prenez Rodri est sacré meilleur joueur, l'Euro, et puis il n'est même pas dans l'équipe type de l'UEFA. Et Rodri n'a jamais remporté le titre de meilleur joueur au niveau de Man City. Mais en tout cas, le vote est déjà passé. On l'accepte, on a mis déjà depuis lundi dans notre vin. Maintenant, il va falloir qu'on recadre les choses. Parce que moi, entre-temps, j'ai cru avoir lire la réaction du président de l'UEFA qui désigne tout simplement Vinicius au sujet de son comportement, qu'il faisait des trucs. On ouvre la petite parenthèse. Est-ce que Vinicius n'a pas été victime, un tant soit peu, de son attitude sur le terrain de football? Oui, Angelo, on peut dire aujourd'hui que Vinicius s'est mal comporté sur le terrain. Maintenant,
on a Voilà pourquoi peut-être certains ont sanctionné. Je rappelle que quand on considère le décompte des votes, il n'y a que 16 petits points. Oui, 16 petits points entre Rodri et Vini Junior. Donc Vini pouvait également le gagner. Donc c'est dû à son comportement. Nous ne faisons que des analyses. Aujourd'hui, Parce que dans les critères également, on parle d'attitude sur et en dehors du Parce terrain. que ce que Vinicius a vécu sur les pelouses, c'est inadmissible. Est-ce qu'il n'en fait pas de trop? Non. D'accord. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui mène un combat contre le racisme. Oui. Et partout il va passer, il sera très attendu. D'abord sur la pelouse et en dehors au niveau des travaux avec les supporters qui essaient de pousser des injures à l'endroit de ce joueur. On est un être humain après tout. Quand on encaisse de trop, Oui. à un moment donné, il faut quand même se lâcher. D'accord. Et c'est ce que Vinu fait. Et il ne le fait pas régulièrement. Aujourd'hui, il a grandi. Il ne répond pas trop comme avant. Il répond, mais il ne répond pas trop. Il ne répond pas trop. Il répond juste par ses performances. Donc, Oui. s'il marque des buts, il a quand même la liberté de célébrer comme il veut pour répondre à ces détracteurs-là. Donc, d'accord. c'est aussi ça, le football. Messieurs, on va ouvrir la parenthèse Ballon d'Or pour les Africains. Le dernier qu'il a remporté, ça remonte à 95. Oui. Le président George Weah, parce qu'il reste toujours président. Oui. N'est-ce pas? président Le président du Libéria, il reste toujours un président. C'est lui qui l'a remporté. C'est lui la dernière fois même qui avait remis le Ballon d'Or à Rodri. Et Tchevi, pourquoi les joueurs africains, avec votre pointure d'analyse, pourquoi c'est si compliqué pour les joueurs africains de remporter depuis 95 un Ballon d'Or? Compliqué, oui. On a vu quand même des joueurs qui ont quand même fleuré un tout petit peu le top 3, l'histoire de Drogba, Samuel Eto'o, Mohamed Salah, Sadio Mané, ses consorts. Aujourd'hui, si on en arrive là où c'est pas trop ça au niveau des footballeurs africains, c'est d'abord la faute à ces Africains-là qui rêvent pas trop. Je me dis, ils rêvent pas trop. Nous manquons d'ambition. Nous manquons d'ambition. Prenez Osimhen qui a fini également dans le top 10 l'année dernière. Oui. Et s'ensuit également son transfert du côté de la Turquie. Fenerbahçe, non? Oui. Galatasaray, je sais pas. C'est Galatasaray. Voilà. Et ça montre à suffisance que voilà, c'est un joueur qui, dans les 3 années à venir, ne peut pas aller se figurer dans les top 5. Parce qu'il n'a pas le niveau, il n'est pas dans un club de premier ordre, de haut niveau, qui peut aujourd'hui inciter les votants à voter pour lui. Oui. Parce que ça joue également, ça rentre dans le compte par rapport à ces votes-là. Absolument. On prend Lookman qui est classé 14e au classement dans ce Ballon Étonné? d'Or. Étonné parce que Lookman n'a pas fait une grande saison, il s'est juste révélé par rapport à cette finale face à Leverkusen, il a planté 3 buts. Mais il a fait quand même face à une équipe qui était invaincue durant toute la saison. Je ne refuse pas, c'est sur une finale en championnat avec victime des votes également. Atalanta Bergame, c'est pas un top buteur. Donc si on est arrivé là, j'ai été surpris de ne pas voir quand même Serhou Guirassy. Voilà. Présent ne serait-ce que dans les 30 nominés. Les 30 nominés. Bon, c'est la faute également au football africain qui manque d'organisation, qui manque d'ambition, où quand on n'a pas des bons championnats ici, c'est difficile de retrouver quand même des joueurs africains qui jouent sur le continent d'être nominés parmi les meilleurs. C'est vrai que Eto'o, Drogba ont essayé. Mais Sadio Mané, Mo Salah, on fera une décennie sans retrouver des top joueurs africains remporter le Ballon d'Or. Ça fait quand même Il mal. faut l'oublier. Oui, ça fait mal. Vous voyez, une fédération qui refuse à des... Ça, c'est George Weah à l'écran. À des équipes, ça, il évoluait à l'époque au Milan AC, depuis 95. Hein. Oui, si nous avions un fils depuis 95, il faut voir. Oui, on n'est pas sérieux. Oh là là. On n'est pas sérieux en Afrique. Oui. Voilà une fédération qui refuse à cette fédération sœur de faire la reconnaissance de la pelouse. Comment les Blancs vont... C'est quoi le rapport? Va appréhender ça. Ça prouve à suffisance que nous-mêmes, on ne prend pas au sérieux. Maintenant, au niveau du Ballon d'Or, on a vu des Africains qui ont mérité ce Ballon d'Or, ce prix-là. Si vous voyez Samuel Eto'o avec UFC Barcelone. Oui, en 2006. En 2006, c'est un qui a raflé tout. On a donné ça à Cannavaro. Vous voyez, on a donné ça. Il n'a jamais été content. Il a donné ça. Il a dit, il répète toujours, on m'a volé ce Ballon d'Or. Il a dit avec insistance qu'on m'a volé ce Ballon d'Or. On pouvait le donner à Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce que nous, on avait la peau noire. Vous pensez qu'il y a une question de racisme aussi? Oui, il y a une question de racisme. Les Blancs préfèrent être restés entre eux et ne pas donner ça aux Noirs. Exactement. Exactement. On a aujourd'hui une compétition qui est la CAN qui n'est pas tout à fait valorisée. Elle ne pèse pas. Elle ne pèse pas parce que ces entraîneurs dans les différents clubs de ces Africains ne considèrent pas trop la CAN. Regardez même la périodicité de la compétition. Tantôt en janvier, tantôt en juin, tantôt en décembre. C'est la faute à la CAF. Revenons à l'ancienne formule et nous allons nous imposer en tant que continent.
Aujourd'hui, c'est comme si on est à la soumission de la Ah oui, FIFA et totalement, de l'UEFA. Et de totalement. l'UEFA. On fait ce qu'elles veulent, ces compétitions-là. Et l'Africain n'est pas tout à fait au même diapason par rapport à ces deux fédérations. Ce qui est dommage, c'est pour cela que nos joueurs ne sont pas tout à fait considérés. Ou quand un joueur africain doit gagner le ballon d'or, il doit faire le triple de ce que Sinon 10 fois même. les Occidentaux font. Le ballon d'or est partagé entre les âmes sud Oui. et les Et Européens. les Européens. Jamais, moi je crains fort de retrouver un jour pour suicider à Georges Weah, un joueur africain. On n'en a pas. En tout cas, c'est après nous, hein. C'est après nous que c'est nos enfants qui vont dire que bon, il a vu Karim Deman un jour prendre le ballon d'or. Sinon, on ne se respecte pas en Afrique. Je me dis que si on avait des ambitions, Oui. on doit cesser d'aller en Europe. N'est-ce pas? Oui, Vous pour voulez jouer. qu'on ait des championnats forts, forts, et bien, et où on a bien. beaucoup d'investissements. Exactement. Prenez la situation que vivent Chancel Beba au niveau de l'OM. De l'OM. On peut faire ça à Karim Benzema, d'aller jouer avec l'équipe réserve. Et là, la Jamais. CAF peut également réagir. La Parce CAF que c'est aussi. son joueur. Oui, c'est son joueur. Et c'est le droit du joueur. Vous voyez ça? On ne se prend pas au sérieux. Donc la CAF doit mettre son bâton de pèlerin. Oui. Aujourd'hui, si vous prenez l'organisation de la CAF, c'est la FIFA qui dit parfois des Absolument. lois à la CAF. Ça Oui. fait que ce que la FIFA On dit, est c'est ce toujours que à la la CAF merci dit. des autres. Oui, donc Avec ça, on ne peut pas aller loin. on ne peut pas. Oh Très non, bien. non, ne rêvons Messieurs, même pas. c'est dommage, mais c'est aussi ça la triste réalité. Mais bon, on espère qu'un jour, on verra un joueur africain soulever et succéder à George Weah, qui a été lauréat depuis 95. Depuis 95. Allez comprendre quelque chose en faisant justement 2024, mais de 1995. Ah oui, Etchevi, Oui. merci pour aujourd'hui. Merci également, tu vois. Ah oui, Oui. on se dit à très bientôt. À très bientôt. Délaïté, Angelo, mille gratitudes à ça a vous. été un plaisir pour moi Merci de revenir encore. On se donne rendez-vous Vivement. mercredi prochain. Très bientôt. Merci messieurs pour vos analyses bien aiguisées. On salue également Fernand de l'autre côté, toute l'équipe technique. Sans oublier Patrick à la réalisation. On se donne rendez-vous très très bientôt pour parler de l'actualité sportive sur SOS Docteur TV. Restons en bonne santé, restez connectés. On se dit à très bientôt. Bye bye.